Bonjour chers internautes, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Monsieur Moustapha Sibi pour aborder avec lui l'actualité malienne récente qui est marquée par les sanctions de la CEDEAO. Bonjour Monsieur Sibi je dois rappeler que M. Sibi est membre de l'Union pour la République et la démocratie, un proche collaborateur de feu Soumaïla Cissé et un membre très important de ce parti, un parti qui soutient un peu l'action de la transition. Bonjour M. Sibi. Bonjour M. Cissé. Sans tarder, nous allons entamer la discussion. Monsieur Sibi, lors de sa session extraordinaire de dimanche dernier, la CEDEAO a décidé de geler les avoirs maliens au sein de la BCEAO, de fermer les frontières entre le Mali et les États membres, de suspendre les transactions avec Bamako à l'exception des produits médicaux et des produits de première nécessité, ensuite de la suspension de l'aide financière. Peut-on dire que l'institution sous-régionale a eu la main lourde? Bonjour M. Cissé. Oui, par rapport aux sanctions, effectivement, nous pouvons affirmer que l'institution sous-régionale a eu la main très lourde. En ce sens qu'aujourd'hui au Mali, nous parlons vraiment de sanctions illégitimes, voire illégales. Et en ce sens que nous ne comprenons pas au Mali que nous puissions aller aussi à cette extrémité pour souffrir le peuple malien qui éprouve déjà depuis 8 voire davantage des années dans les conditions sécuritaires déplorables qui, n'est-ce pas, entament toute activité économique, ce qui a rapport avec les vivres, le bien-être du peuple malien. Donc les sanctions sont vraiment incomprises de nous. Nous souffrons déjà parce que d'après les premières informations, aux frontières à Diboli par exemple, même le produit dont on appelle de première nécessité n'arrive pas à accéder au Mali. Parce que côté malien, ils se sont dit réciprocité, du coup ils ont alourdi encore ces fermetures. Même des camionneurs sénégalais qui sont habilités, autorisés par la partie sénégalaise de rentrer au Mali, n'ont plus accès à traverser les frontières. C'est très très compliqué, c'est une situation très difficile. Bon, j'espère que nous aurons vraiment dans les jours à venir au côté malien à réfléchir comment poursuivre avec le dialogue afin de venir à bout de ces sanctions-là. Vous en avez parlé. On a vu qu'en réponse, le Mali a appliqué la réciprocité en fermant ses frontières avec tous les pays membres et en rappelant même ses ambassadeurs. Comment jugez-vous cette riposte? Ce n'est pas approprié. Je crois que nous sommes sous le choc, certes, mais ce que je déplore dans cette situation, étant malien, nous souffrons déjà, nous avons reçu comme un coup de massue dans notre tête. Nous sommes sous le choc, nous tous, mais le fait que cette réaction aussi de nos autorités ne me paraît pas appropriée ou adaptée. En ce sens que, par exemple, les gens au Mali aujourd'hui, j'entends des voix dire que le Sénégal va souffrir davantage que le Mali parce que le corridor Dakar-Bamako, c'est 20% des recettes douanières du Sénégal, etc., etc. Mais ce n'est pas dans le même effet. La partie sénégalaise, recette, c'est le financement de l'État. Un chiffre, c'est une question de comptabilité. L'État du Sénégal, l'État aussi sérieux du Sénégal, a l'argent à l'avance. Ces recettes-là sont déjà préfinancées. Et tandis que le Mali, les chauffeurs qui vivent de cela, de Bamako à Kaï, à Dakar, une tournée, c'est 50-70 000 par voyage. C'est comme ça qu'ils nourrissent. Les phénomènes sont réglés de cette nature-là, de ce processus-là. Maintenant, si ce dernier ne peut pas se déplacer, quelqu'un au Mali attend de ces médicaments, etc., etc. Mais si vous fermez de manière hermétique la frontière parce que c'est réciprocité, non. Les grands perdants d'abord, en premier lieu, surtout, c'est nous. Vous savez, moi, lorsque j'ai entendu que la gente propose 5 ans, j'ai dit, le dialogue est rompu. 5 ans, ce n'est plus sérieux. Au niveau de la CEDEAO, lorsque vous avez d'abord vous-même souscrit 18 mois, en accord, vous avez proposé 18 mois au départ, ça a été accepté. À l'arrivée, on peut le faire. Maintenant, on peut prévoir quelques mois, une ou deux ou trois, quelques semaines ou quelques mois, voire même une année tout au plus. Mais quand vous venez pour demander, non, il n'y a pas une transition à durée indéterminée. Ça ne marchera pas. La CEDEAO aussi joue de sa crédibilité.
Et en tant que politique malien que je suis, non, je ne suis pas d'accord. Je soutiens cette transition, la junte, le militaire. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes fiers, tout Malien doit être fier de leur posture par rapport au combat qu'ils mènent aujourd'hui contre le terrorisme. Ils sont en train de recourir presque la quasi-totalité du territoire malien. Ils font plus que la Barkhane MINUSMA combinée, hein, en réalité. Ça bouge de manière correcte, on le constate. Mais de là à dire que non, on a besoin de 5 ans, 6 ans pour faire cela, non. Ce qu'on peut consentir en contrepartie, faites venir une équipe civile, organisez les élections, mais dans la partie sécuritaire, la partie de la défense, on peut concéder cela aux militaires. Moi, je suis d'avis qu'il faudrait qu'il y ait une jurisprudence au Mali pour les 10 années à venir. La défense, la sécurité soient essentiellement confiées à ce groupe de jeunes militants qui sont là, qui nous paraissent sincères. Depuis que la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, on assiste à des discours et des postures très radicales. Croyez-vous que le Mali tiendra économiquement dans la durée? Non, bien sûr qu'on ne peut pas. Pas dans la durée, même à moyen terme, à court terme, à très court terme. À très court terme, nous ne pouvons pas. 60 jours tout au plus. D'ailleurs, ça commence à sentir. Et en fait, là aussi, je ne comprends pas très bien nos amis militaires, la junte. Moi, je suis de l'URD. L'URD soutient de manière sans équivoque cette transition, sa réussite. C'est le message de notre président, professeur Salihou Sanoro. Même pas plus tard qu'hier soir, un communiqué a été pondu en ce sens. Très bien. Mais par contre, que les militaires sachent aussi qu'on ne peut pas prendre le pays en otage. On ne peut pas prendre le pays en otage. Une transition n'a pas vocation d'un mandat. L'équipe d'une transition ne peut pas s'octroyer la durée équivalente à un mandat électoral. Ça ne marchera pas. Maintenant, s'il s'agissait de la question sécuritaire, le pays, comme je disais tantôt, on peut comprendre ça. Et ça se parle d'abord entre politiques. Et chez nous, on pense que les militaires sont aussi mauvais ou moins mauvais que les politiques. Mais en réalité, le pays ne peut gouverner que par les politiques. Nous ne pouvons avancer que notre salut est dans la démocratie. Dans la démocratie, ça veut dire politique, les partis politiques. Il n'y a pas opposition, majorité, en ce sens qu'il y a une transition. Nous devrons tous s'unir, s'entendre sur les voies et moyens, comment sortir. Je crois qu'aujourd'hui, les militaires, ce qu'ils doivent faire, c'est de parler d'abord entre Maliens. Pas les assises. Ce n'est pas sincère, ce n'est pas crédible. Les assises nationales, concertation, dialogue national inclusif. Lorsque dialogue national inclusif, les chefs de l'opposition ne participent pas. C'est quoi l'exclusivité? Ça vient d'où? Ça n'a pas de sens. Et encore qu'en amont, ils prévoient ce qu'ils veulent entendre. En général, c'est comme ça. C'est pour ça que ce n'est pas sincère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler aux partis politiques. Aux partis politiques. C'est eux, les représentants du peuple. C'est eux qui ont leurs élus communaux, qui ont les maires, qui ont les sections, etc., etc. Et nos sections en amont, nous débattons ce qu'il y a lieu de faire. On remonte cela. Le tour est joué et on revient vers la CEDEAO. D'ailleurs, les énoncés du communiqué, il a été écrit là-bas que il a été découvert un manque, je cherche le mot juste pour ne pas travestir ce qui a été dit, un manque évident et flagrant de volonté politique de la part de la junte. Ils sont fondés à dire ça parce que de vous à moi, depuis 18 mois déjà, rien n'est fait de manière tangible pour dire que nous allons vers l'organisation des élections. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est pour dire qu'au fond, ils n'ont jamais été dans la disposition d'organiser les élections dans un délai raisonnable. C'est d'où le terme utilisé, une transition à durée indéterminée. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes un soutien à ces juntes, à cette transition, mais nous ne sommes pas d'accord qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir. Compte tenu de l'escalade à laquelle nous assistons entre, d'une part, la CEDEAO et d'autre part, la junte, pensez-vous qu'une issue heureuse est aujourd'hui possible? Une issue heureuse, c'est même une obligation, et pour la CEDEAO et pour le Mali, la junte. Le premier jour, d'accord, on peut frapper la poitrine, je suis là. Non, en réalité, ces deux protagonistes, on n'a pas le choix. La CEDEAO aussi ne peut pas aller parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement les militaires, c'est les Maliens, c'est un peuple frère. Vous avez vu le soutien qu'exprime le pays de la sous-région. C'est pour dire que la CEDEAO aussi ne peut pas créer un front sous-régional contre cette institution. Ce serait la fin. Et le Mali aussi, tôt ou tard, l'opinion, tôt ou tard, dans les jours à venir, j'ai prédit cela, on n'ira pas un mois sans que l'opinion ne commence à se dire non, écoutez,
Non, ce n'est pas ça non plus. On n'est pas prêt à mourir de faim parce que la gente pense que c'est eux seuls qui peuvent régler les problèmes du Mali. Non, c'est aussi nous, les politiques, qui peuvent régler les choses ensemble. Je prédis qu'il y aura un dénouement, j'espère, le plus tôt possible. Mais ça ne peut pas... Non, l'issue, on est obligé de parvenir à une issue favorable. Monsieur Sibi, vous êtes malien, vous êtes basé au Sénégal. Vous attendiez-vous à ce que le Sénégal défende le Mali au sein de la CEDEAO? Est-ce que vous êtes surpris par le fait que le Sénégal se soit aligné à ces sanctions contre le Mali ou la junte qui est au pouvoir aujourd'hui? Surpris, il faut... En fait, moi, je suis au fait de la chose politique. Je parle, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, j'ai déjà mis dans ces partis-là, même dans l'administration. En réalité, le Sénégal, c'est malgré lui-même. L'administration sénégalaise, c'est malgré elle-même d'accepter cela, parce que ce n'est pas question de la partie économique, exportation, importation, l'utilisation du port du Sénégal par le Mali. Non, le Sénégal et le Mali, c'est vraiment les mêmes pays. Un Sénégalais n'est jamais heureux de voir le Mali souffrir de ce côté. Non, j'ai déjà senti cela depuis l'avènement de ces sanctions-là. J'ai reçu des appels un peu partout. Et en amont, j'ai parlé avec des gens, on observait un peu ce qu'était l'état d'esprit de l'administration sénégalaise par rapport à la question. Je crois qu'il faut aider quelqu'un à vous aider. Je crois que la gente n'a pas aidé le président Sall à les aider. Macky Sall serait opposé frontalement à une sanction si les militaires avaient joué le jeu. Et c'est quoi, ça consiste à quoi? Qu'est-ce que cela implique? C'est-à-dire que dans un premier temps, on aurait même pu, la CEDEAO aurait pu prononcer les sanctions dès la première conférence de chefs de l'État. Macky fait partie de ceux qui se sont opposés à cela, contrairement au président ivoirien, qui a voulu en découdre dès le départ, et qui reçoit aujourd'hui les opposants maliens, ceux qui ont pillé le pays avec IBK aujourd'hui, ce sont ses interlocuteurs. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est eux qui fomentent, qui poussent, mais les interlocuteurs aujourd'hui, c'est pour dire que la gente aussi est un peu naïve. Je vais faire une petite digression, parce que la gente, voilà ce qui se passe. Vous avez chassé un régime au pouvoir avec la population. Disons, vous avez parachevé le travail de la population qui était mécontent d'un régime corrompu qui était celui de IBK. Maintenant, ce que vous avez chassé, vous les laissez faire. Vous les laissez le temps de se réorganiser et vous les chassez dehors. Au lieu de les questionner, vous les laissez partir. Maintenant, ils sont dehors, ils ne peuvent plus rentrer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sillonnent les capitales qui leur sont favorables. Les partisans qui sont défavorables à la gente, c'est eux, les interlocuteurs aujourd'hui. Ils sont en train de vous mettre le bâton dans les roues. Et ça, c'est une naïveté incroyable. Si jamais que vous me cédez la place, je m'en assurerai que vous n'allez pas me poser préjudice les mois ou les années à venir. Le problème du Mali, ce n'est pas seulement aussi les élections. C'est pour dire que nous avions besoin de temps, quelques temps. J'ai pensé à 6 à 8 mois, tout au plus 12 mois. Mais vous arrivez là-bas, il n'y a même pas un chronogramme. Vous disiez que 1 an, référendum, 1 an, élection communale, 1 an, législative, 5e année maintenant, présidentielle. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est le mot. Donc pour vous, il n'appartient pas aujourd'hui à la junte de procéder à ce qu'on peut appeler à la refondation du Mali? Non, ce n'est pas leur vocation. Ça, c'est une affaire politique. En réalité, le militaire, ça peut faire la guerre, ça peut sécuriser le pays. Mais la refondation, on parle de réforme. Ça, c'est une affaire politique. Ils n'ont pas cette capacité technique. Cette équipe même en place, même qui est en majorité des civils, apparemment n'est pas mieux dotée. Ils ont beaucoup, c'est assez laborieux, Sinon, comment comprendre depuis qu'ils sont là jusqu'à présent, on peut, même nous qui sommes leur soutien, on est incapable de défendre, voilà ce qui a été fait dans le sens de l'organisation des élections à venir. Techniquement, ils sont limités. C'est ça le problème. Donc, les militaires qui comprennent, c'est à quoi ils sont bons. Moi, je suis particulièrement fier de ces militaires-là aujourd'hui, dans leur posture, à tout prix, de collaborer avec qui qu'ils veulent. Toute entité, toute autorité bilatérale, multilatérale, qui peut être en mesure d'aider le Mali, ils ne se gênent pas, ils vont aller vers... Ça, c'est bien. Cette posture-là doit continuer. Donc, même nous arrivons aux affaires demain, je souhaite que c'est nous qui allons les remplacer, on les laissera le courrier franche par rapport à cela. Je disais que le ministre de la Défense actuel, c'est un gars très bien qui ne parle pas trop, mais qui est d'une efficacité redoutable. C'est quelqu'un qui mérite de conserver son poste demain, même s'il quitte le pouvoir. Même si nous civils, nous revenons aux affaires, nous sommes prêts à concéder cela. La sécurité, c'est la même chose. C'est une affaire de militaires. Mais la politique, maintenant, la CEDEAO. En fait, je crois que le mal est fait entre la CEDEAO et le Mali. Le politique que je suis,
aujourd'hui, je sais maintenant que c'est acté, c'est acquis dans mon esprit qu'il faut poser la question, non pas l'appartenance du Mali à la CEDEAO, mais à l'UEMOA, l'Union monétaire. Peut-être qu'on est mieux avec notre propre monnaie. Ce qui a été fait aujourd'hui, ça nous amène à nous questionner. Tous ceux comme moi qui pensaient qu'une économie, ce n'est pas la monnaie seulement. Certes, c'est la monnaie, mais la difficulté de la sous-région, le sous-développement n'est pas lié seulement aux francs CFA. Mais aujourd'hui, on est obligé de se questionner. Lorsqu'on peut un pays exsangue comme le Mali aujourd'hui geler ses avoirs, qu'est-ce qu'on veut? Pour paraphraser Justin Boubacar Ndiaye, ils veulent escanter le Mali. C'est l'idée, c'est ça. Donc aujourd'hui, je crois que les militaires qui nous laissent, nous, arriver aux affaires, nous allons étudier à tête froide la question de notre appartenance à l'Union, lui et moi, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Premier point. Deuxième point aussi, c'est par rapport à la France. Il est clair maintenant que le Malien, on sait, la France n'a jamais eu une affinité à tel même degré qu'un pays frère comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. C'est une histoire ancienne. Et j'ai dit, une de nos entretiens ici entre vous et moi, je disais que dans les années 60, juste après l'indépendance, pendant que la France recevait les étudiants sénégalais et ivoiriens à bras ouverts, les Maliens envoyaient les leurs dans les pays, l'ex-bloc soviétique, l'ex-URSS, Pologne, etc., de telle sorte que la première génération qui sont arrivés aux affaires au Mali dans l'événement de mars 91, ce n'est que y compris l'actuel Premier ministre a été formé en Russie. Vous voyez cet état de fait. Cela continue à exister. Donc jusqu'à présent, le Mali n'a jamais eu à ce degré d'affinité avec la France comme les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas couper, nos liens sont séculaires, on ne peut rien couper. Mais on doit se préparer que la France n'a pas vocation à développer le Mali. La France n'a pas vocation à développer le Mali. C'est notre affaire. Nous devrons voir de manière très claire. Moi, aujourd'hui, j'aurais été heureux si le militaire se déclare fermement le départ de Barkhane. Pas pour demain, mais ils disent que maintenant, nous sommes décidés, 12 mois, 10 mois, nous voulons le dernier soldat français qui était. Ça, j'aurais applaudi cela. Non pas la CEDEAO. Non pas la CEDEAO. Qui de l'arrivée aujourd'hui de ce qu'on appelle les mercenaires de Wagner ou d'officiers ou d'instructeurs russes qui seraient aujourd'hui sur le territoire malien, non pas, disons, pour combattre le terrorisme ou pour lutter contre le terrorisme, mais pour protéger même ces militaires-là. Oui, en fait, c'était la première réflexion que j'ai eue moi aussi. Quand j'ai entendu 300 militaires russes, Wagner ou pas Wagner, en tout cas russes, je me suis dit, non, ce n'est pas pour aller combattre. Certes, il y a des instructeurs là-dedans parce que nous avons reçu des équipements militaires, 4 ou 5 hélicoptères d'ailleurs, courant 2021. Il faut instruire quand même nos éléments pour pouvoir s'approprier de l'utilisation opérationnelle de ces appareils. D'accord. Mais par contre, je me suis dit que lorsque j'ai appris qu'ils se sont installés à l'aéroport de Bamako, j'ai dit, les militaires, ils sont préparés. D'où ma surprise de les voir surpris des sanctions. Parce que c'est pour dire qu'ils ont anticipé, si c'est fondé. Mais par contre, moi, je suis d'accord, c'est une très bonne chose qu'ils continuent en ce sens. Parce que, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, l'Occident qui se sont précipités les jours suivants dire qu'ils ont détecté la présence des Russes ici et là, et les satellites là, ça doit avoir une capacité mono-oculaire. Ça veut dire que le côté gauche voit, le côté droit ne voit rien. Pourquoi ils ne captent pas les terroristes qui brûlent vifs nos enfants dans les bus, des villages entiers? Ils ne voient pas ça. Mais ils détectent les Russes quelque part. Ce n'est pas vrai. Les Russes ne sont pas là en train de combattre. Ça, c'est faux. Mais par contre, les instructeurs russes sont là. Est-ce qu'ils sont de Wagner? Tant mieux. Le Mali n'a pas à avoir l'avis de qui que ce soit pour travailler qui que ce soit. Aujourd'hui, les Maliens que je suis, je peux vous le dire, la chose, ça évolue positivement. Ils sont en train de sillonner les recoins des recoins où les Français n'ont jamais mis pied, ou la Barkhane, ou même MINUSMA en ce qui concerne. Mais aujourd'hui, l'armée malienne, en appui avec ses instructeurs, sont en train de sillonner. Il n'y a pas un recoin où il ne peut pas aller. Ça bouge, ça bouge. Maintenant, ce qui est triste dans cette histoire, les victimes maintenant, ce ne sont que nos enfants. Quand on vous donne une liste des victimes tuées ces derniers jours, c'est des Diallo, Bari, etc. Ça, ce sont nos enfants à nous. Ça, c'est triste. D'où mon approbation pour dialoguer, essayer de voir nos enfants égarés qui se sont fait enrouler par ces djihadistes terroristes. Merci beaucoup à M. Moustapha Sibi d'avoir accepté d'aborder avec nous la situation qui prévaut actuellement au Mali. Je vous remercie. Je remercie le peuple sénégalais, le peuple frère sénégalais, qui n'ont jamais été indifférents de la situation qui prévaut au Mali.